RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les idées reçues et détricote les tabous. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais en tout cas on parle de santé mentale et aujourd'hui dans l'émission on va parler de diagnostic. Full Santé Mentale sur RCN. Pour ce faire, je suis très content d'être accompagné par Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thomas. Comment allez-vous Marie-Paul ? Ravi puisque je suis là. Comme à chaque fois on est ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Bipolaire si tu savais. À Nancy. Voilà, et chez vous, on parle et on accompagne les personnes qui souffrent du trouble de bipolarité. C'est surtout on diffuse le plus possible d'informations sur la question. Voilà, et on a déjà eu l'occasion d'en diffuser pas mal aussi dans cette émission avec vous. À nos côtés également, et je suis très heureux de vous accueillir tous les deux, messieurs, Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Jackie, aujourd'hui, on va parler donc de diagnostic et vous allez intervenir en qualité d'ancien infirmier en psychiatrie. Vous avez travaillé pendant longtemps au CPN. Aujourd'hui, vous êtes certes retraité, mais vous avez aussi travaillé dans la formation continue des professionnels et vous continuez aujourd'hui. Tout à fait, je fais de la formation encore régulièrement. Et cela pour plusieurs années. Et bah oui, parce que dis donc, il faut la retraite, vous êtes un peu jeune pour ça. Et on va reparler avec vous évidemment du sujet du jour. Et puis Francis nous accompagne également. Francis, bonjour. Bonjour Thomas. Je suis ravi de vous retrouver. C'est gentil à vous. C'est la deuxième fois que vous venez dans cette émission. Et écoutez, je suis très très heureux. On avait déjà beaucoup parlé avec vous lors de l'émission où on parlait des troubles de la bipolarité, de tout ce que vous aviez mis en place. Et je me souviens notamment de cette notion de tableau de bord et de cockpit même d'avion que vous aviez. Aujourd'hui avec vous, on va parler plutôt de cette notion de diagnostic, on l'a compris, c'est le sujet du jour. Et vous nous expliquerez tout à l'heure, vous, comment vous avez vécu avant, au moment et après le diagnostic, si vous voulez. Tout à fait. On découvrira ensemble à quel point le diagnostic a pu avoir une place dans votre vie. Je vous propose, comme chaque mois, quand on fait cette émission, de démarrer par le micro-trottoir. Alors, Marie-Paul, on est allé à la rencontre de gens dans la rue pour leur poser des questions. Voilà, il s'agit d'interviewer monsieur tout le monde pour savoir quelle est leur connaissance, leur vision ou leur avis des choses. Donc, on pose toujours 3 questions. Et là, en l'occurrence, la première question, c'était, pour vous, qu'est-ce que c'est un diagnostic en santé mentale ? Un diagnostic en santé mentale, c'est médical. C'est sur les sentiments qu'on éprouve à propos de quelque chose ou de quelqu'un. C'est quand on pose un mot étiquette sur quelque chose qui nous semble pas dans la norme. C'est un moment dans un parcours d'une maladie psychique où on va poser un terme qui définit, qui décrit une certaine réalité de ce qu'est un trouble psychique et qui permet donc de mieux comprendre sa maladie. Donc c'est une étape dans un parcours de santé mentale, à la fois pour le malade, mais aussi pour ses proches qui peuvent mieux comprendre ce qui se passe en fait, parce que généralement les maladies psychiques c'est des phénomènes complexes qui relient plusieurs facteurs. Et on a besoin d'un terme pour comprendre cette réalité-là. En santé mentale, un diagnostic, ce serait plutôt une perception de la personne ou de signes de troubles mentaux qui, du coup, sont plutôt visibles chez l'individu. Et c'est comme ça qu'ils sont en général diagnostiqués. Comme, admettons, pour la dépression, une profonde tristesse ou une envie, plus envie de faire grand-chose. Et c'est... c'est à peu près ça pour moi. Pour moi, un diagnostic, c'est quelque chose qui va être posé par un médecin spécialisé, donc un psychiatre la plupart du temps, pour définir un état psychique dans lequel une personne peut se retrouver. Beaucoup de choses qui ont été dites. On sent qu'il y a une certaine connaissance, en tout cas une certaine appréhension du sujet, Marie-Paul. L'ensemble des réponses place le diagnostic dans un processus médical. C'est dit très rapidement. On est dans un contexte de maladie. Il est question de malades, de troubles psychiques mentaux, d'une certaine réalité. Pour qui il est question aussi de phénomènes complexes et de plusieurs facteurs qui déclenchent les troubles. On parle de symptômes, ce qu'on voit chez la personne concernée, ce qui semble pas être dans la norme. On a une perception de la personne, on a des troubles visibles, des choses qu'on voit, qu'on peut essayer d'interpréter. Alors, pour interpréter ces symptômes, il y a besoin, ça c'est intéressant, d'un médecin spécialisé. On est toujours dans le contexte de la maladie. En l'occurrence, là, c'est un psychiatre. Et ce psychiatre va permettre, par son diagnostic, de mettre des mots, même une étiquette, dit quelqu'un, sur le problème. Et la pose du diagnostic, c'est très clair, c'est juste une étape dans un parcours de soins. C'est qu'un début, ce n'est pas une finalité.
Au bout du compte, finalement, pour les personnes interrogées, le diagnostic en santé mentale, ça paraît identique au diagnostic dans le cadre d'une maladie somatique. Reconnaissance des symptômes, analyse des symptômes, définition des problèmes de santé, ce qui permet de comprendre la situation et d'engager un parcours de soins. Est-ce qu'on peut dire que la démarche est la même, Jackie, pour les deux types de maladies? Voilà. Vous nous répondrez tout à l'heure à cette question. Voilà. Oui. Une des personnes entendues fait 2 remarques qui amènent des questions. Je cite, le diagnostic, c'est pour le malade. Automatiquement et naturellement, le diagnostic est-il forcément communiqué au malade, toujours? C'est ça, oui, une vraie question qu'on se posera tout à l'heure. Et comment on le communique? Et il n'y a pas que le malade qui soit concerné, mais aussi ses proches. Il n'est plus question de secret médical où les informations sont données uniquement au malade. Ça, c'est la vision d'une personne. L'information aux proches semble naturelle aussi. Voilà. Donc la question, c'est qui communique le diagnostic aux proches? Et oui, et puis qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic et comment on accompagne les proches? On en parlera, je l'espère qu'on aura le temps de parler de tout ça, mais on parlera de tout ça dans l'émission d'ici 11h. La deuxième question qu'on est allé poser dans la rue, Marie-Paul. La deuxième question, c'était pensez-vous que le diagnostic soit important? Pour moi, c'est important, pas forcément nécessaire. Enfin, si, je pense que c'est quand même un petit peu nécessaire pour surtout la pose d'un traitement parfois. Et aussi pour la reconnaissance de la maladie pour les personnes concernées. Ça permet de se reconnaître aussi et de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui sont concernées par le même trouble. Ouais, je pense que c'est important parce que faut s'en rendre compte en fait. Faut poser un mot sur ce que ressent la personne et c'est le diagnostic qui aide à comprendre en fait. Alors pour moi, oui, c'est important. Alors déjà pour une vue extérieure aux personnes qui du coup côtoieront cette personne qui aurait un diagnostic, pour mieux la comprendre, étant donné que si admettons elle est dépressive ou schizophrène ou n'importe quoi, ça peut toujours aider les personnes extérieures à mieux comprendre cette personne. Et pour l'individu en lui-même, je trouve que c'est intéressant, ça le permet de se soigner et de mieux vivre avec ce diagnostic, car s'il le sait pas, il le fera qu'empirer sans s'en rendre compte. C'est important pour essayer de le soigner, je pense, mais est-ce que fondamentalement ça change comment la personne se sent d'avoir un diagnostic? Je pense pas. Ça dépend des personnes. En fait, je pense qu'il y a des personnes que ça peut vraiment aider finalement d'avoir un mot posé sur eux, comme il y en a d'autres finalement ça peut plus les enfermer dans quelque chose. Je dirais même que c'est fondamental parce que c'est vraiment l'étape qui permet de prendre conscience de ce qu'on vit lorsqu'on est impacté par une maladie psychique et qui permet aussi d'entamer ce que j'appelle le parcours de soins, c'est-à-dire de mettre en place une série de stratégies pour vivre avec cette maladie-là. Je pense qu'on peut vivre sans forcément avoir un diagnostic fait, mais qu'il est important de savoir quand même si on a un problème et pour pouvoir essayer de trouver des solutions à ce problème. Il y a encore beaucoup de choses qui sont dites là. On se rend compte que globalement, ça semble important. La grande majorité des personnes à interroger répondent que le diagnostic est intéressant, nécessaire, important, fondamental. Alors c'est important pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour pouvoir se connaître, prendre conscience de ce qu'on vit, comprendre, avoir des connaissances de la maladie, pouvoir en parler. Est-ce que c'est important d'en parler? S'en rendre compte, ça permet d'éviter que ça empire. Alors, est-ce qu'on peut dire ça? Que l'ignorance de ce dont on souffre fait empirer la situation. Mais l'importance du diagnostic ne s'arrête pas à une meilleure compréhension. C'est aussi parce qu'il faut un traitement, comme dans n'importe quelle maladie. C'est exprimé de plusieurs façons. Essayer de se soigner, vivre avec, mettre en place des stratégies pour vivre avec. Mais jamais on entend le terme de guérison. Voilà. Alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est réaliste? Quelle est la place de la guérison? Ensuite, autre question, pour qui le diagnostic est-il important? Alors, comme on l'a entendu déjà dans les réponses à la question précédente, tout le monde est concerné, l'individu lui-même et l'entourage. Il est toujours question de mieux comprendre la personne. Est-ce bien le cas aujourd'hui? L'entourage a-t-il droit au diagnostic au même titre que le malade lui-même? Et enfin, on entend une ou deux réponses assez provocatrices sur l'impact que l'annonce du diagnostic peut avoir sur le malade. Au fond, est-ce que ça peut changer la façon dont la personne se sent d'avoir un diagnostic? Et même, est-ce que ce n'est pas un risque d'enfermer quelqu'un dans un diagnostic?
est-ce qu'il n'y a pas un risque d'identification de la personne à sa pathologie? C'est un petit peu ce que dit Jean-Luc Vigneault dans son témoignage qui s'intitule « Je suis une personne, pas une maladie ». Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de savoir qu'on a juste un problème et essayer de trouver une solution? Est-ce que c'est possible, ça? On se tournera tout à l'heure vers Francis, on lui demandera si pour lui c'était important d'avoir un diagnostic précis ou pas. Ce sera une des questions qu'on se posera tout à l'heure. La dernière question qu'on est allé poser aux gens dans la rue. On leur a demandé, à votre avis, est-il facile pour un psychiatre de poser un diagnostic? Je pense pas, parce que chaque personne est différente. Donc réussir à comprendre la personne et diagnostiquer le truc, ça doit pas être si facile que ça. Il y a des diagnostics faciles à poser sur des pathologies répertoriées et claires. Autant en psychiatrie, ça peut être extrêmement complexe. Et ne consulter qu'un seul psychiatre, c'est parfois un peu hasardeux. Je pense que non, parce que c'est relatif à la vie de la personne, à ce qu'elle a vécu avant et aussi à des problèmes potentiellement à la naissance, etc. Alors je suis pas psychiatre donc j'en sais rien, mais j'imagine que c'est son métier. Après c'est quand même ultra diversifié, enfin l'être humain est ultra différent. Donc j'imagine que c'est pas si facile que ça, mais en même temps il est censé avoir les armes entre guillemets pour comprendre le psychisme humain. Il y a des choses qui sont facilement repérables. Par exemple, classiquement une dépression, il y a ce qu'on appelle des symptômes, c'est-à-dire des manifestations de la maladie qui sont facilement identifiables. Maintenant, il y a des troubles psychiques qui sont beaucoup plus complexes. Je pense à la schizophrénie par exemple, ou aux troubles bipolaires qui demandent parfois plusieurs mois, voire plusieurs années pour comprendre, parce qu'on peut par exemple confondre le trouble bipolaire avec une dépression, dans la mesure où le trouble bipolaire se caractérise parfois en tout cas par la survenue d'épisodes dépressifs. Si bien qu'on peut confondre. Il y a des erreurs, ça demande du temps, on peut aussi changer de diagnostic. Alors je pense pas qu'il soit si simple à poser pour un psychiatre, mais je pense qu'il y a des signes qui peuvent leur montrer que la personne a ce problème. Mais c'est en fouillant dans ce que la personne dit et dans les informations qu'elle donne qu'on peut trouver ces signes qui du coup permettront aux psychiatres ou psychologues de trouver ces maladies ou ces problèmes psychiques. Voilà, alors on comprend bien que c'est pas simple, le diagnostic en santé mentale. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si simple que ça. La difficulté pour les psychiatres réside dans la diversité et la complexité des situations des personnes. Et quelqu'un dit qu'il faudrait avoir beaucoup d'informations sur la vie du patient pour pouvoir poser un diagnostic, et que ça peut même remonter très très loin dans le passé. Donc il faut le temps d'expliquer tout ça à son psychiatre. Ça soulève la question des outils du diagnostic. Est-ce qu'on peut établir un diagnostic en santé mentale comme on interpréterait une prise de sang pour un excès de cholestérol? Quelqu'un donne l'exemple des troubles bipolaires qui risquent d'être confondus avec une dépression à cause des épisodes dépressifs. Et il est question aussi d'erreurs médicales. Est-ce que erreurs et confusions peuvent se produire? Et est-ce qu'il est envisageable de demander plusieurs avis? D'ailleurs, c'est soumis dans le micro-trottoir. Ouais. On dit même à un moment donné, il faut consulter plusieurs psychiatres, c'est hasardeux d'en consulter qu'un seul. Pour terminer, jusqu'à présent, il a été question du diagnostic au singulier. Mais quelqu'un évoque le fait qu'un diagnostic peut évoluer aussi. Alors, comment on fait pour s'y repérer? Eh bien, justement, c'est une des réponses auxquelles on va essayer de répondre dans cette émission. Est-ce que peut-être avant qu'on fasse une première pause musicale, Jackie ou Francis voulez réagir sur ce qu'ils viennent d'entendre dans le micro-trottoir? Ou est-ce qu'on se garde quelques minutes? On va prendre le temps de le faire après, avec plaisir. On va définir dans quelques instants peut-être déjà ce qu'est un diagnostic en santé mentale et de comprendre comment on le pose. Peut-être le temps d'une première pause, respiration musicale. Marie-Paul, vous avez choisi? J'ai choisi une petite œuvre courte de George Gershwin qui s'intitule en anglais « Promenade », sous-titré « Je promène mon chien », et qui convient très bien à la matinée d'aujourd'hui, atmosphère légère, agréable. Vous verrez le rythme, ça fait du bien. Et voilà. On va aller promener notre chien avec Gershwin maintenant sur RCN. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, on parle du diagnostic. Alors Jackie, je rappelle que vous êtes un ancien infirmier en psychiatrie. Vous avez travaillé donc au centre psychothérapique de Nancy pendant des années. Vous êtes aujourd'hui un jeune retraité. Et vous avez aussi, dans votre parcours, et vous continuez de le faire, former des professionnels de santé, du sanitaire et social, c'est bien ça? C'est ça.
Et donc ce matin, comme on parle du diagnostic, et on est en train d'en discuter, d'en échanger un petit peu hors antenne, suite à ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir, on entend bien que quand on écoute les gens dans la rue, ils disent c'est donc un psychiatre, un médecin qui pose un diagnostic. Mais on se rend compte que aujourd'hui, les familles, les infirmières accompagnent le diagnostic quelque part. Est-ce que peut-être déjà, si vous voulez bien, on peut commencer par définir ce qu'est le diagnostic en santé mentale ? Oui, c'est assez simple. En fait, c'est un terme qui désigne un ensemble de manifestations qu'on appelle symptômes. Ce terme désigne cet ensemble de manifestations et permet de différencier cet ensemble de manifestations et de symptômes d'un autre ensemble de manifestations et de symptômes. On parle de la dépression tout à l'heure, donc c'est un certain nombre de symptômes. On verra tout à l'heure combien il en faut éventuellement. Cet ensemble-là, ce mot-là, va différencier cette dépression-là d'une autre manifestation qui peut être un épisode délirant, par exemple. Bref, ça permet d'identifier ce que présente une personne, donc pour nous un patient, pour nous soignants, ce que présente en termes de comportement ou de vécu particulier. Alors c'est compliqué parce que quand on parle de santé mentale, il y a des symptômes qui peuvent se ressembler beaucoup d'un trouble à un autre. On entendait tout à l'heure quelqu'un qui disait c'est assez simple de diagnostiquer une dépression. Mais il y a des troubles plus difficiles comme la bipolarité. Pourtant, si on réfléchit bien, ce qui définit la bipolarité, par exemple, le trouble de la bipolarité, c'est qu'on a des phases dépressives et des phases plus euphoriques. Oui. Comment on fait la différence dans ces cas-là ? En fait, un diagnostic, il est toujours basé sur deux paquets de symptômes ou de paquets d'informations. Des informations subjectives et des informations objectives, systématiquement. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce que c'est la même chose en psychiatrie que dans les maladies somatiques, corporelles ? Oui, c'est le même geste. À chaque fois, du subjectif et de l'objectif. Le subjectif, c'est ce que vit le patient. Donc, dans le somatique, c'est j'ai mal. En psychiatrie, c'est j'ai peur, par exemple. Ça peut être le cas, on peut inverser. Hein. Et l'objectif, c'est ce que vit le patient, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il amène de lui. Et l'objectif, c'est ce que le patient, le médecin observe du patient en question. Donc, somatique, j'ai mal, ou à la gorge, très bien, ouvrez la bouche, tout ça c'est subjectif. Ouvrez la bouche, je regarde. Et là, le médecin va voir s'il y a une arête qui est plantée au fond de sa gorge, ou s'il y a un problème viral. Et donc, ça, c'est de l'objectif. Et à partir de ces deux types d'informations-là, il pose un diagnostic, éventuellement. Pour la psychiatrie, c'est pareil. J'ai peur, d'accord, vous avez peur. Donc ça, c'est le subjectif. Et l'objectif, la personne le psychiatre observe le patient et s'aperçoit qu'en disant j'ai peur, il sourit. C'est bizarre. Donc il va peut-être y avoir quelque chose de l'ordre d'un vécu un petit peu, psychotique ou délirant éventuellement. Ce sera différent d'une anxiété en lien avec une névrose anxieuse ou je ne sais pas trop quoi. Donc à chaque fois, systématiquement, du subjectif et de l'objectif. Il faut les deux. Il faut les deux types d'observations, les deux types d'informations pour pouvoir poser éventuellement un diagnostic. Donc on se rend compte que le subjectif, c'est le patient qui l'amène, très bien, mais l'objectif, quand le psychiatre voit quelqu'un dans son bureau, en CMP, par exemple, centre médico-psychologique, une demi-heure, et qu'il ne le connaît pas. C'est trop court. Il lui manque énormément d'informations, donc il ne peut pas poser un diagnostic. S'il n'a pas d'autres éléments, d'autres yeux ou d'autres oreilles, la famille ou des professionnels qui lui amènent des informations, il est démuni. Il n'a pas assez d'informations pour poser le diagnostic. Et donc, s'il a en face de lui quelqu'un qui vient toutes les semaines, une demi-heure dans son bureau, il va lui falloir des mois pour pouvoir, par son observation, en fonction des questions qu'il va poser, il va chercher à faire réagir la personne pour pouvoir observer des choses qui vont venir confirmer ou infirmer ce que subjectivement le patient lui amène. Je ne sais pas si je suis clair. Si, tout à fait. Mais ça, du coup, est-ce que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on prend les chiffres, des chiffres, des statistiques, on se rend compte qu'en santé mentale, il faut en moyenne entre 8 et 10 ans pour poser un diagnostic. C'est ça qui explique que ce soit aussi long ? Alors, je n'ai pas ces chiffres-là, je ne connaissais pas, mais... C'est le délai nécessaire, souvent, pour poser un diagnostic de trouble bipolaire. C'est la haute autorité à la santé qui parle... Pour les troubles bipolaires, oui, tout à fait. Pour les troubles bipolaires, oui, absolument. Mais tout simplement parce que, le patient arrive dans le bureau du médecin et dit « je suis triste », et puis d'autres signes qui vont être observés éventuellement, donc dépression. Sauf que, quand le patient est dans le bureau du médecin, s'il a fait, il y a 1 mois ou 3 mois ou 6 mois, un épisode maniaque, soit il ne s'en souvient pas, soit il ne voit pas du tout l'intérêt d'en parler. Donc le soignant, le médecin voit en face de lui quelqu'un qui dit « je suis triste », qui a l'air triste. Éventuellement, il a déjà une hypothèse diagnostique, dépression, elle va se confirmer en 2 ou 3 rendez-vous.
Sauf que personne n'est venu parler à ce psychiatre-là, qui a des moments où il saute dans son lit ou il hurle par la fenêtre parce qu'il est totalement exalté, et donc il ne peut pas poser ce diagnostic-là. C'est que si les conjoints, les enfants ou je ne sais pas quoi viennent et disent « Vous savez, docteur, là, il est triste, mais il y a 6 mois, il chantait dans la rue et ça nous inquiétait énormément. » Donc il faut aussi des informations objectives, et c'est ce qui explique que dans ce type de pathologie, il y a un gros retard. D'autant que dans les troubles bipolaires, souvent, je crois, vous allez me confirmer, les patients viennent consulter quand ils sont en phase dépressive et pas en phase maniaque. Ils se sentent bien en phase maniaque. Trop bien. Donc ils ne vont pas aller voir le psychiatre pour lui dire « Qu'est-ce que je suis heureux, docteur ?» Enfin, ça n'a pas de sens. Donc il manque cette facette-là et donc le diagnostic est posé. Pour d'autres pathologies, c'est un peu plus facile quand même, c'est un peu moins long. Hein. C'est quand même le plus grand retard, c'est sur cette pathologie. Et alors du coup, globalement, en combien de temps on arrive à diagnostiquer aujourd'hui en troubles psychiques ? Vous disiez tout à l'heure, il faut un certain nombre de symptômes. Oui. Pour la dépression, par exemple, pour un trouble dépressif caractérisé, il faut observer des symptômes, pas uniquement donc le subjectif, aussi de l'objectif pendant 15 jours. D'accord. C'est soit la famille vient et dit « ça fait 2 mois qu'il est comme ça, il ne sort pas de son lit, il pleure tout le temps, très bien, j'ai assez d'informations, je peux poser éventuellement un diagnostic ». Pour d'autres pathologies, pour la schizophrénie, c'est 2 mois, enfin ça dépend du type d'épisode. Donc il y a des règles, des normes qui sont posées, qui sont les mêmes pour tous les psychiatres. C'est donc normé, c'est-à-dire que globalement, si on a un doute sur un trouble, on sait qu'il faudra tant de temps. C'est ça. Les psychiatres ont, et quasiment tous les psychiatres occidentaux, ont un manuel qui s'appelle le DSM, DSM version 5 aujourd'hui, révisé d'ailleurs, je crois. DSM, donc c'est Manuel statistique diagnostique des troubles mentaux, des désordres mentaux. C'est le même pour tout le monde, dans tous les pays. Donc ça dit, pour chaque pathologie, un ensemble de symptômes, 10, 12 symptômes par exemple, et pour que le diagnostic soit posable, il faut au moins 5, 6 de ces symptômes-là, dont un des principaux, enfin bref, c'est des choses comme ça, pendant tant de temps. Il y a toujours une dimension temporelle et un nombre minimal de symptômes pour pouvoir poser le diagnostic. Et plus il y a de symptômes sur la liste, plus la pathologie est grave. Donc si je comprends bien, quand le psychiatre voit arriver un patient, là on parle en trouble psychique, il va donc émettre une hypothèse et essayer de la vérifier pendant une période en cherchant un certain nombre de symptômes qui correspondraient. Son hypothèse oriente déjà son observation. Il sait vers quoi il faut aller fouiller. S'il a quelqu'un qui est triste, si son hypothèse c'est dépression, mais je sais qu'il y a 10 ans de retard, enfin ils le savent, les psychiatres, donc peut-être que c'est trouble bipolaire, donc il va questionner. Mais vous êtes tout le temps triste comme ça? Est-ce qu'il y a des moments, il y a 15 jours, il y a 1 mois, il y a 6 mois, vous avez eu un moment où vous étiez plutôt... Oh, oui, je me souviens, il y a 15 jours, il y a 6 mois, j'étais heureux comme tout, je ne sais pas ce qui s'est passé d'un seul coup. Ah, là, c'est déjà une autre information, etc., etc. Ou alors, s'il y a quelque chose d'un peu bizarre, de particulier chez la personne-là, elle est triste, mais en même temps, je ne sais pas, elle sourit en le disant. Peut-être qu'on est face à quelque chose de l'ordre d'un fond schizophrénique, donc il va chercher s'il n'y a pas des éléments un peu délirants chez cette personne-là. Vous arrivez à avoir des fois des idées un peu particulières que les autres n'ont pas, de voir des choses que personne ne voit. Oh, oui, docteur, ça m'arrive souvent, ça, comment vous le savez. Enfin bref, et là, on s'oriente vers autre chose. Donc il y a toujours une hypothèse à la base. Ça, c'est l'expérimentation du médecin qui lui permet d'avoir rapidement cette hypothèse. Et ensuite, il a ces signes-là, ils les connaissent par cœur, ils ont besoin d'aller voir leur manuel. Oui, bien sûr. Et il va chercher si ça se confirme ou pas. Si ça ne se confirme pas, il change. On est dans un véritable travail d'enquête. C'est ça, on parlait tout à l'heure d'investigation. Oui, absolument. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous qui avez été infirmier longtemps, on le disait, donc c'est le psychiatre qui pose le diagnostic, mais les personnels qui accompagnent peuvent déjà poser un pré-diagnostic ? Alors, poser un pré-diagnostic, oui, ils peuvent. Donc, nous aussi, infirmiers, on a une hypothèse diagnostique qui va nous amener à chercher, comme la même manière de ce que je viens d'expliquer juste avant, mais on n'a pas la légitimité, nous, paramédicaux, pour poser le diagnostic. Seul le médecin peut le faire. Mais il peut difficilement se priver des yeux, des oreilles, de l'attention des paramédicaux ou de la famille si la personne n'est pas hospitalisée pour pouvoir poser son diagnostic. Sans information objective, donc de la famille ou des paramédicaux, il va mettre beaucoup plus de temps, lui, pour pouvoir poser un diagnostic. Parce qu'il n'a que les aspects subjectifs. Rappelez-vous, il y a toujours du subjectif, ce que rapporte le patient, et de l'objectif, ce qu'on observe. C'est fondamental. Et aujourd'hui, il y a des troubles qui apparaissent ou qu'on voit plus se développer. Je pense par exemple aux troubles borderline, ce genre de choses. Est-ce que du coup, il y a des moments où aussi on peut se tromper dans l'hypothèse de départ et mettre du coup plus de temps? On parle souvent en psychiatrie de l'errance diagnostique. C'est lié à quoi? C'est quoi cette errance diagnostique et c'est lié à quoi? C'est pour chaque diagnostic, on a toujours ce qu'on appelle des diagnostics différentiels.
ce à quoi ça peut ressembler, mais que ça n'est pas. Pour la dépression, ou les troubles bipolaires, ça peut ressembler à une dépression unipolaire, normale. Ça peut ressembler à un trouble borderline aussi, parfois. Et donc, ça peut ressembler, et il y a des pourcentages. 60% d'erreurs, par exemple, entre troubles bipolaires et dépression. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. 15 ou 20%. Troubles borderline et seulement 10% troubles schizophréniques. Il y a effectivement des hypothèses qui sont parfois fausses et qui amènent à poser des diagnostics qui ne sont pas les bons par manque d'informations. Alors pas par incapacité du psychiatre, mais parce qu'il n'a pas les informations qui lui permettent de poser un diagnostic valable. Vous dites donc... On pourrait poser une question. Allez-y, Marie-Paul. Est-ce qu'on a le droit de dire à un patient... Ça va être ma question. Allez-y. Est-ce que le psychiatre a le droit de dire à son patient, écoutez, bon, ce que vous me dites, c'est très intéressant, mais je ne vous crois pas complètement, enfin, disons, pas exprimé de cette façon-là, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre vienne compléter le témoignage. Est-ce que vous ne pourriez pas venir avec quelqu'un de votre entourage qui apportera des infos supplémentaires? Donc finalement, l'objectif supplémentaire, des informations objectives complémentaires. Ouais. C'est ce que le psychiatre va chercher à faire. J'aimerais bien pouvoir rencontrer votre épouse pour savoir comment elle en pense, etc. Est-ce que le patient vous va être m'autorisez d'accord à l'inviter à venir avec vous? Vous pouvez lui demander de venir avec vous. C'est oui ou c'est non. Hein. Mais bien sûr qu'il a tout intérêt à le faire, d'ailleurs, tout à fait, absolument. Oui. La personne accepte ou n'accepte pas. Quelle peut être la réaction du patient? Si c'est une personne dépressive, je ne suis pas sûr. Si c'est un paranoïaque, effectivement, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez, etc. Ça va être un peu plus problématique. Hein. Mais est-ce que du coup, ça n'oriente pas aussi, dans ces cas-là, un petit peu le diagnostic? Parce que si du coup la personne rentre dans cette phase un peu de paranoïa, ça peut peut-être réorienter le diagnostic. Ça peut être une information, oui, effectivement. Tiens, pourquoi est-ce que cette personne-là bloque, ne va absolument pas en parler? Après, ça peut être autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis souvent un peu taciturne, j'ai un fond dépressif, j'ai pas envie que ma femme, mes enfants le sachent, donc je ne veux pas qu'ils viennent. Tout à fait. Mais là aussi, c'est l'habileté du psychiatre qui va jouer. Est-ce que j'arrive à être, pour le psychiatre, est-ce qu'il va arriver à être suffisamment persuasif sans se montrer trop intrusif pour pouvoir permettre à la personne qui vient le consulter d'accepter que son proche vienne confirmer. Vous parlez de l'habileté du psychiatre. On entendait quelqu'un tout à l'heure qui disait c'est un petit peu hasardeux d'aller voir un seul psychiatre. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que quand on cherche un diagnostic, il vaut mieux aller voir plusieurs psychiatres différents? Quand on sait que dans un CMP, il y a 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous, c'est quasi impossible. C'est quasiment impossible. Ou alors on retarde encore plus. Oui, ou alors on va voir, mais même chez beaucoup de psychiatres libéraux, c'est très très long. Hein. Donc on va faire confiance quand même aux professionnels. Oui, ils ont le même, le DSM là dont je parlais, oui, tout le monde a le même. Donc alors l'œil du psychiatre n'est pas le même, l'expérience du psychiatre n'est pas la même, bien sûr, mais globalement ils sont formés à la même école. Il ne devrait pas y avoir trop de différences. Alors, on comprend bien comment on pose le diagnostic. Maintenant, on se pose la question du « OK, on a un diagnostic. Est-ce que c'est toujours bon à dire à un patient ? Est-ce que c'est important que le patient connaisse le diagnostic ? Et surtout, et je vais revenir sur ce que vous disiez il y a quelques instants, on peut se tromper un peu de diagnostic. Est-ce que du coup, et ça va être la suite de ma question, est-ce que du coup, si je pose un diagnostic, je le dis à mon patient et finalement je me suis trompé, est-ce que ça ne va pas induire encore plus de difficultés à faire accepter le diagnostic à son patient ? Excusez-moi, c'est la question double, mais... Oui. Aujourd'hui, on considère que les informations que les professionnels de santé connaissent sur un patient n'appartiennent pas aux professionnels, mais appartiennent aux patients. D'accord. Donc, si on a une hypothèse diagnostique, on est censé lui délivrer. Alors, si elle est hasardeuse parce qu'on ne connaît pas suffisamment, on va peut-être s'en garder. Mais une fois qu'on a un diagnostic qui est posé, si le patient est d'accord, si le patient le demande, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Marie-Paul, mais il y a des patients qui peuvent dire, que ce soit dans le somatique ou dans la psychiatrie, je vais mal, aidez-moi, mais je ne veux pas savoir ce que j'ai. D'accord. Il faut le respecter. On n'a pas imposé un diagnostic à une personne. Je vous dirai ce que vous avez, c'est impossible et ce serait de la violence. Par contre, s'il le demande, docteur, dites-moi ce que j'ai, on ne doit pas lui cacher. Si on sait, si on a pu poser un diagnostic, on a à lui donner. Alors évidemment, avec des précautions. Quand on dit à quelqu'un vous êtes schizophrène, a priori vous êtes schizophrène, on sait quelle est la couleur sociale de la schizophrénie. Enfin, ça peut être très stigmatisant. Et en plus, il suffit d'aller sur Internet et on voit schizophrénie, c'est une maladie pour la vie. Enfin bref, donc ça doit être assorti de précautions. Et aussi, immédiatement, vous avez une schizophrénie, par exemple, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Mais par contre, on va pouvoir travailler ensemble, madame, monsieur, à ce que votre vie soit la plus confortable possible malgré cette pathologie-là. Donc on a des moyens de faire en sorte que ce mot que je vous dis là ne soit pas quelque chose qui vous emprisonne dans un vécu insupportable et stigmatisé vis-à-vis des autres, mais que ça puisse y avoir une existence
avec des aménagements, mais une existence confortable et agréable. Ne vous inquiétez pas, on va y travailler ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord, madame, monsieur? Là, on comprend bien l'importance du diagnostic, quel qu'il soit, qu'on le dévoile ou pas aux patients. On comprend bien l'intérêt qui est de pouvoir accompagner, soigner. Alors, en santé psychique, on ne parle pas de guérison, on parle de rétablissement. Souvent, accompagner vers un rétablissement, du coup. Oui, tout à fait. Le diagnostic, c'est un terme qui permet de circonscrire quelque chose qui est vécu par le patient. Alors, après, il peut y avoir des avis différents, mais je pense que c'est important de savoir, de pouvoir avoir une cible. Et cette cible-là, c'est ce mot-là, qui se traduit par un certain nombre de signes, qui va durer un certain nombre de mois ou d'années. Une fois que je sais, une fois que je l'isole, que je le visualise quasiment, on peut construire, et c'est le travail du psychiatre ou de l'équipe de soins, de construire ce qu'on appelle un projet de soins, tout simplement, qui va permettre petit à petit d'amenuiser de réduire tous ces symptômes qui ont permis de forger le diagnostic et puis d'aller vers, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, une existence équilibrée, harmonieuse et pourquoi pas agréable. En sachant que même nous qui n'avons pas de diagnostic psy, si on n'en a pas, on peut avoir aussi des difficultés dans la vie. Enfin, la vie n'est pas qu'un long tranquille. Hein. L'autre question, c'est, j'imagine, on le voit de plus en plus, des patients qui viennent avec un autodiagnostic. On voit beaucoup de choses sur Internet, par exemple. Et est-ce que ça ne rend pas encore plus difficile la communication d'un diagnostic ? Difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, ça la rend encore plus indispensable. C'est encore plus indispensable qu'une personne, je parlais de légitimité, celui qui a la légitimité pour poser un diagnostic. C'est le psychiatre. C'est le psychiatre. C'est pas nous. Parce que nous, patients, rappelez-vous, diagnostic, information subjective et objective. Nous, patients, on n'a que des informations subjectives. Ce n'est pas suffisant. Il faut de l'objectif. Il faut quelqu'un qui a un autre regard que le regard qu'on porte soi-même sur soi pour nous dire mais ce que vous appelez là du bonheur, ce n'est pas du bonheur, c'est de l'exaltation maniaque, monsieur, madame. Donc c'est problématique. Etc. C'est parfois compliqué. Non, je crois que vous avez une question, Marie-Paul. C'est parfois compliqué d'accueillir un diagnostic. Comment il y a des méthodes, vous avez des choses que vous mettez en place pour l'accompagner. Vous disiez tout à l'heure la schizophrénie, par exemple, le trouble de schizophrénie. Ça a une couleur dans la société aujourd'hui qui est vraiment difficile à porter. Comment on accompagne comme ça cette prise de connaissance pour justement, je veux dire, ne pas empirer, mais en tout cas faire en sorte qu'elle soit le plus simple possible? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne méthode pour le faire, mais en tout cas, même si dès le premier regard, le premier contact, on a déjà le diagnostic parce que c'est flagrant, on ne va pas l'annoncer tout de suite. On va d'abord essayer de construire quelque chose qui soit un lien à peu près de confiance. On ne va pas attendre 2 ans non plus, mais quelques jours ou quelques semaines, si la personne est hospitalisée, au moins quelques jours, pour qu'elle puisse construire un lien de confiance et un peu d'apaisement dans une relation à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, soignant, un professionnel, va pouvoir annoncer le diagnostic. Et donc, un petit peu enrobé dans une prévenance particulière. Cette prévenance-là, elle n'existe que si on connaît un peu la personne qu'on a en face de soi. Quand je suis, moi, patient face à un psychiatre inconnu qui va me livrer comme ça tout de suite un diagnostic, ça peut être sidérant. Ça peut créer même un rejet quelque part. Oui, tout à fait. Et je ne connais pas assez cet autre-là professionnel pour qu'il puisse me sécuriser à ce moment-là. Donc, il faut attendre. Si je connais la personne qui est en face de moi, si j'ai confiance en elle, s'il y a quelque chose en elle qui m'apaise, là, je vais pouvoir plus facilement accepter ce diagnostic-là. Donc, c'est la qualité de la relation qui va permettre de réduire l'impact péjoratif que pourrait avoir éventuellement le diagnostic. Ça fait toujours mal. Même dans les maladies somatiques, sauf si j'ai une grippe, bien sûr, mais quand j'ai une maladie plus grave, qui va être chronique aussi, si on me le dit comme ça, bon voilà, vous avez ça, au revoir madame. Ça arrive, c'est brutal parfois. En psychiatrie, c'est la même chose, ça arrive aussi, mais c'est brutal et ça fait mal. Et alors, on comprend bien que le diagnostic, c'est finalement une étape dans la vie du patient, et c'est une étape aussi pour les aidants et les accompagnants. On entendait d'ailleurs tout à l'heure quelqu'un qui parlait de l'entourage, de l'importance pour l'entourage de mieux savoir à quoi on a affaire. Justement, comment on accompagne l'entourage, les aidants, ce qu'on appelle les aidants? Alors, la seule personne qui soit en capacité de rompre le secret médical, c'est le patient lui-même. Ah oui. Le médecin n'a pas le droit. Le médecin n'a pas le droit de dire ah madame, j'ai vu votre mari hier, il faut que je vous prévienne quand même, il a ce type de pathologie. C'est impossible. Juridiquement et légalement, il est attaquable, ce médecin-là. Donc, par contre, le patient peut dire docteur, j'aimerais bien que vous en parliez à ma femme. Alors là, le médecin va faire en sorte moi, je préfère que ce soit vous qui lui disiez. Et puis peut-être que la personne va dire je ne sais pas comment, c'est trop dur pour moi, je préfère que vous le fassiez. Bon, vous le ferez, mais je le ferai, d'accord, mais vous viendrez, vous serez là. Exactement. Là, c'est possible, et là, c'est souhaitable même. On est bien d'accord, c'est souhaitable. Mais légalement, ce n'est pas possible. Le secret médical empêche tout soignant de divulguer, même à la famille,
je parle de personnes majeures, pour les personnes mineures c'est autre chose, de divulguer le diagnostic à un membre de la famille, même aux parents ou à l'époux, c'est pas possible. Mais je vous entends dire, c'est important malgré tout de pouvoir le faire. Oui, oui, bien sûr. Si la personne est d'accord, c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, ça circonscrit un vécu. Là aussi, c'est vrai, souvent les pathologies psy démarrent à la puberté, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Quand les jeunes habitent encore chez leurs parents. Et quand les parents voient des troubles de comportement particuliers, ça les panique. À partir du moment où il peut y avoir un mot qui est mis sur ce qui est vécu par leur enfant, peut-être que ça les rassure un peu aussi. Parce que, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de circonscrire un vécu et donc d'avoir une cible commune. Nous, parents, et toi, notre fils, notre fille, on va s'attaquer à la même chose. Ça s'appelle comme ça. On a l'aide du psychiatre. Il nous a dit que c'était possible. On va le faire ensemble. On est une équipe. On est une équipe. C'est tout à fait ça, absolument. Merci Jackie. Je vous propose que dans un instant, on ait l'histoire et le vécu de Francis. Peut-être pour nous juste le temps d'écouter alors un titre que Jackie a choisi justement d'ailleurs. Je vous ai demandé en arrivant tout à l'heure, je dis c'est quoi la musique qui vous met de bonne humeur? Alors vous avez réfléchi un petit peu et vous nous avez sorti un son que moi j'aime beaucoup, celui de Gauthier. C'est bien ça. Oui, Somebody That I... alors je used to know, mais la prononciation... Il est bien dit. Et je ne dirai pas, et je ne me risquerai pas à le dire après vous, vous l'avez dit que je l'aurais fait. On écoute Gauthier maintenant sur RCN et dans un instant, on discutera avec Francis de son vécu avec le diagnostic. Bienvenue tout le monde, on est ensemble jusqu'à 11h dans Full Santé Mentale. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et donc ce matin, on parle du diagnostic en santé mentale. Alors on rappelle, le diagnostic finalement, c'est recenser les symptômes pour poser le nom d'une maladie. Avec nous, Francis. Alors Francis, nous on se connaît, vous étiez venu nous parler ici dans l'émission de la façon dont vous avez et dont vous gérez votre vie avec le trouble de la bipolarité. En nous parlant notamment de votre tableau de bord. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est de voir avec vous, d'abord, comment est venu le diagnostic chez vous, combien de temps ça a mis et comment vous l'avez vécu. C'est ça qu'on a envie un peu de comprendre ce matin, parce qu'on a bien compris maintenant comment se pose un diagnostic. Et tout à l'heure, Jackie, donc ancien infirmier du CPN de Nancy, nous expliquait il y a les éléments subjectifs et objectifs. Donc vous êtes plutôt du côté des éléments subjectifs. Comment ça s'est passé? À quel moment vous avez commencé à consulter? Racontez-nous un petit peu comment c'est arrivé. En fait, c'est arrivé comme... Alors, moi, je suis bipolaire. Oui. Et pour reprendre les propos de Jackie, c'est très normé. Je suis bipolaire de type 2. D'accord. Voilà, donc c'est clair. Alors, si on veut expliquer à nos auditeurs, c'est quoi un type... C'est l'alternance de phases dépressives et de phases maniaques, mais une alternance qui n'est sur... On dit 2 phases sur l'année maximum. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est moyennement grave. Si on prend peut, ça, oui, il y a type 1, type 2, type 3. Donc moi je suis au milieu. D'accord. Bon, voilà. Vous êtes bien, vous êtes dans une moyenne qui va bien. Et puis je suis très bien soigné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais très bien, j'ai une vie tout à fait normale. Ouais. Mais avant ça, eh oui. Les premiers symptômes ont été des symptômes de dépression qui ont été soignés pour des dépressions. Puis ensuite, j'ai été soigné par un psychiatre qui a très bien identifié ma maladie. Juste, j'ai une question, mais vous dites que ça a été soigné par des dépressions, mais par qui? Pas un psychiatre. Par un psychiatre, à ce moment-là, d'accord. Et j'ai été soigné par un psychiatre qui avait, à mon avis, parfaitement compris la maladie, mais qui ne me l'avait pas expliqué. Il ne m'avait pas dit, voilà, c'est ça, et voilà ce qu'on va faire. Donc il m'avait donné un traitement avec 2 molécules que l'on associe. Et moi, comme j'étais dépressif, je prenais la molécule pour la dépression. Pas la molécule, le lithium qui va avec. Moyennant quoi, je ne m'en suis pas sorti. Et donc il a fallu un deuxième psychiatre après une phase dépressive lourde qui me nomme la maladie. Et il m'a nommé la maladie, il me l'a expliqué. Il m'a dit comment elle pouvait évoluer et il m'a permis de me l'approprier. Vous le vouliez savoir cette maladie, la normer, la nommer, comme vous dites? C'est important de comprendre la maladie. C'est important que le psychiatre nomme la maladie. C'est difficile pour un schizophrène parce qu'il y a toute une approche négative. Mais pour un bipolaire, je pense que c'est important de comprendre le phénomène de la maladie. Et c'est important de comprendre d'où elle vient. Parce qu'à un moment ou à un autre, la guérison,
enfin, on ne se débarrasse pas de cette maladie, mais les soins, à partir du moment où on comprend la maladie, on se l'approprie et on gère la maladie. Donc il faut avoir ce chemin pour arriver à bien gérer la maladie. Car le traitement médicamenteux, il ne suffit pas. On est dans des maladies psychiques. Alors, je ne connais pas les autres maladies, mais je suppose que c'est toujours un peu de la même démarche. Quand on connaît sa maladie, on la gère mieux. Oui, sur les maladies chroniques, par exemple, qui durent, le diabète, par exemple, celui qui ne sait pas qu'il est diabétique, il mange du sucre et il en crève. Il meurt, une fois qu'il sait, alors après, il choisit. Mais il faut qu'il sache, oui. Et donc, c'est vrai aussi pour les troubles psychiques, oui. Oui, donc, c'est a posteriori que je me suis aperçu que ma maladie était très ancienne. Peut-être que je suis remonté à 30 ans en arrière. Ah oui. Pour m'apercevoir que j'ai vécu en phase haute pendant 30 ans, normal, extrême réussite sur tous les niveaux. Et un seul coup, plouf, ça s'écroule. Donc, le diagnostic, en soi, ne peut s'accompagner que d'explications et d'aspects positifs, c'est-à-dire d'explications de l'évolution possible de la maladie en fonction de ce que le médecin va prescrire comme médicament, comme comportement, comme hygiène de vie, etc. Finalement, comprendre contre quoi on se bat et comment on fait, et quelles sont nos armes pour se battre, finalement. C'est ça, tout à fait. C'est le seul moyen d'y arriver. Enfin, c'est pas le seul moyen d'y arriver, mais c'est ce qui fait le plus l'appropriation de la maladie. L'acceptation de la maladie dans une phase. Il y a le diagnostic, et puis il faut accepter ce diagnostic. C'est pas simple. Alors justement, c'est ça qu'on a envie de comprendre. C'est vous, en tout cas, à titre personnel. Alors moi, comment vous l'avez accepté ? Je l'ai pas accepté tout de suite parce que j'avais des antécédents familiaux avec une maladie bipolaire, et j'avais toujours dit jamais comme ma mère. Ah oui. Donc il a fallu un certain temps, mais comme le médecin m'a expliqué l'évolution possible de la maladie, ça m'a permis d'accepter. Je ferai une petite critique en général. De façon générale, les médecins ne parlent pas assez. Les médecins n'expliquent pas assez. Ils sont derrière leur science, leur savoir, et il manque un petit peu de communication. Oui, on est d'accord. Là, je me tourne vers Jackie, mais c'est super important de vraiment expliquer, de prendre le temps. On l'entend dans ce que dit Francis, finalement. Si c'est trop violent, si on ne comprend pas vers quoi et comment on y va, en fait, on ne va pas se battre. Oui, il y a un texte de loi dont il faut qu'on parle, c'est la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner ou loi des droits des patients, qui dit que le patient doit avoir, pour adhérer à ses soins, pour avoir un consentement à ses soins, des informations, alors je ne sais plus les termes, libre et éclairé. Voilà, libre et éclairé. Donc consentement doit être libre et éclairé. Donc éclairé, ça veut dire qu'il doit savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'il a. Donc, comment ça s'appelle, c'est le diagnostic, et puis aussi comment on s'en sort, quels efforts il va falloir faire ensemble, avec sa famille, avec le psychiatre, etc., lui-même, pour pouvoir vivre avec cette maladie. Le diagnostic ne suffit pas. Si je vais chez le garagiste, si vous dites vous avez la rotule qui est cassée, ça le fait une belle jambe. Il va me dire, monsieur, vous avez les suspensions qui sont en mauvais état, comme la voiture de Marie-Paul. On est ravis de l'apprendre, Marie-Paul. On va prévenir tous les garagistes. Il ne va pas se contenter de dire vos suspensions sont abîmées. Il va vous dire, si vous voulez rouler normalement, il faut les changer. Oui, c'est ça. Et là, c'est l'importance de bien expliquer, en fait. C'est toute l'importance de bien expliquer et d'expliquer l'évolution. Vous allez pouvoir on va vous remettre des amortisseurs neufs, vous allez refaire encore 100 000 km avec les mêmes amortisseurs. On est dans le même schéma ici. Je prends un schéma imagé. Bien sûr, mais c'est important. Mais je crois que ça répond un peu à la problématique que l'on aborde. Et l'autre question, on parlait tout à l'heure des proches et des aidants. Comment ça se passe ? Vous en faites quoi, vous, de ce diagnostic ? Vous leur en parlez ? C'est facile pour vous ? Qu'est-ce que vous en faites ? Tout dépend du contexte familial. Moi, je suis dans un contexte familial où ma mère était bipolaire de façon très grave. Donc, j'ai été diagnostiqué bipolaire. J'ai accepté cette situation et j'ai réuni mes enfants. De façon un peu formelle, en leur disant « je suis bipolaire, vous avez un risque faible ou moyen d'être bipolaire, soyez vigilants ». Donc ça, c'est mon information vis-à-vis de mon entourage. Oui. Pour que mon entourage comprenne
aussi ma maladie. Quels sont les comment dire, les comportements que je peux avoir. Mais c'est pas suffisant. Ce qui importe, c'est que l'entourage soit un miroir de sa maladie, un miroir de son comportement pour la bipolarité, je parle. Je ne veux pas extrapoler. Mais est-ce que ça peut être le cas pour d'autres troubles, j'imagine? L'infirmier est un miroir. Est un miroir. Ce que vous nous expliquez quand vous étiez venu la fois dernière, vous demandiez par exemple aux gens de vous dire tel jour, quand je suis venu, j'ai eu tel comportement, et vous le notez, vous le notez pour savoir comment évolue votre maladie. Et ça, je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres troubles psychiques. Dans tous. Ça rejoint cette bipartition entre objectif et subjectif. J'ai mon vécu. C'est le miroir qu'est l'autre qui va m'amener des éléments d'information plus objectifs. Je suis heureux, oui, mais les autres vont me dire, en gros, tu es trop heureux, c'est bizarre. Et donc, là, c'est objectif. Et donc, après, j'en fais ce que je peux en faire. Mais alors, ceci dit, pour en revenir à la question de l'entourage dans la bipolarité, c'est tellement lourd que l'entourage peut un peu baisser les bras aussi. Oui, mais d'un autre côté, peut-être que c'est là aussi et que le patient et le personnel peut-être accompagner, donner des armes aussi, non? Tout à fait. Il faut vouloir mettre en place, si on en a la possibilité, parce que ça veut dire pour pouvoir mettre ça en place, il faut du recul vis-à-vis de sa maladie. Sinon, on ne peut pas le faire. Et là, c'est très intéressant d'avoir le regard. Moi, j'ai le regard tous les matins d'une infirmière sur moi, même si je vais très bien. Quand je vais très bien, on boit un café. Voilà. Et quand vous allez trop bien, elle vous le dit aussi. Ah oui, c'est ce que je lui demande en premier. Vous nous l'aviez dit. Oui. Absolument. On va devoir malheureusement déjà mettre un terme à cette émission, ça passe à une vitesse folle, mais moi je retiens une chose, et vous me confirmerez, messieurs, si vous êtes d'accord, et Marie-Paul également, j'ai quand même l'impression que le diagnostic, c'est un vrai travail d'équipe. Oui, tout à fait. Un seul regard ne suffit pas. Il faut. Et puis ce qu'on fait du diagnostic aussi, c'est un travail d'équipe entre les personnels médicaux, les patients et leurs familles. Oui, tout à fait. Important le diagnostic, mais pas suffisant. Oui, c'est ça. Il faut après l'utiliser pour avancer. Et on l'a bien entendu dans le témoignage de Francis. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci. Malheureusement, on est déjà au terme de cette émission. Mais on en reparlera très probablement. C'est quand même un sujet qui revient dans toutes les émissions Full Santé Mentale, l'importance du diagnostic. Avant de se quitter, je voudrais juste rappeler que le 11 juin prochain, Marie-Paul, nous serons présents où? Oui, le 11 juin 2024. Nous serons présents tout l'après-midi à Nancy, place sur le 3, pour participer au village santé mentale organisé par la ville de Nancy, où tous les acteurs principaux de l'agglomération dans le domaine de la santé mentale seront représentés et où on pourra vous accueillir et discuter avec vous. Porté également par le PTSM 54, projet territorial en santé mentale. Le CREPSI. Et puis on aura le plaisir d'y installer un studio RCN pour vous faire vivre cet événement très important. Merci à vous trois d'être venus ce matin dans Full Santé Mentale. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec Pierre Demar qui s'appelle Docteur, un jour je marierai un ange. C'est le titre qu'il nous propose ce matin. Bien, belle journée à tous et à très bientôt pour un prochain Full Santé Mentale. RCN, www.rcn-radio.org